L'ère 16 bits a vu la sortie de centaines de jeux à la qualité très variable. À côté des immenses hits connus de tous les joueurs, des titres corrects mais pas extraordinaires ont bien souvent glissé dans l'oubli. C'est le cas de la trilogie El Viento de Wolf Team sur Mega Drive et Mega CD. Sorti sur Mega Drive en septembre 1991 au Japon, El Viento est un jeu d'action plateforme difficile et nerveux dans la tradition des jeux d'arcade 2D du début des années 90. Le joueur n'y incarne pour une fois pas un héros bodybuildé, mais Annette Meyer, une jeune femme au mystérieux passé. L'histoire commence à New York dans les années 20. Un culte maléfique a pour ambition d'invoquer Astur l'indicible, un ancien dieu tiré du panthéon d'Howard Phillips Lovecraft. Annette a pour mission de les en empêcher, et pour y parvenir, elle pourra compter sur son chakram boomerang magique baptisé El Viento, le vent en espagnol. Outre cette arme de jet, Annette maîtrise également plusieurs pouvoirs mystiques, comme la capacité de lancer des boules de feu au début de l'aventure. Ce grimoire sera étoffé tout au long de son périple. Malgré sa thématique qui a manifestement été inspirée aux développeurs par leur partie de l'Appel de Cthulhu, El Viento, comme la plupart des jeux de cette époque, n'a pas une très grande cohérence en termes de décor et d'ennemis. Après un premier niveau dans les rues de New York à affronter des gangsters et des bikers au service d'Al Capone, Annette devra triompher de séquences de plateformes vislardes dans un environnement de jungle, avant d'explorer une cave, des égouts, une usine futuriste, un zeppelin. Au moins la variété est au rendez-vous. Chaque niveau se conclut évidemment par un combat contre un boss, allant du tank anachronique à l'horreur cosmique et même un migo. Rythmé par les musiques efficaces de Sakuraba Motoi, El Viento s'avère très fun malgré sa maniabilité manquant un peu de souplesse et sa grande difficulté. Sans être un incontournable, il s'agit d'un titre tout à fait respectable sur la console de Sega, qui a également fait l'objet d'une sortie américaine. Alors que Annette combat les sbires de Astur sur cartouche, Wolf Team explore une autre facette de son univers quasiment en simultané sur Mega CD avec Ernest Evans. Sorti en décembre 1991, à peine 2 mois après la sortie d'El Viento, Ernest Evans est en fait une préquelle, mettant en scène un personnage secondaire du jeu original. Le fameux Ernest Evans est un aventurier au grand cœur qui n'a jamais peur de rien, comme le prouve sa coupe mulet que ne renierait pas Richard Dean Anderson. Sorte de croisement entre MacGyver et Indiana Jones, maniant le fouet tel un Belmont de Castlevania, Evans est sur la trace d'une cité perdue mentionnée dans les pages du Necronomicon. Durant sa quête, il découvrira la belle Annette, endormie dans les ruines, et tous deux croiseront pour la première fois le culte de Astur ainsi qu'un sorcier nommé Siegfried, qui semble en savoir beaucoup sur les grands anciens. Ernest Evans est un jeu assez étrange à l'image des animations de son personnage principal. Les bras, les jambes et le torse du protagoniste sont en effet des sprites séparés, articulés les uns par rapport aux autres, ce qui donne à Evans l'aspect d'un pantin en carton. Ce choix esthétiquement discutable a néanmoins un bon côté puisqu'il permet aux développeurs d'offrir une grande palette de mouvements, comme des roulades ou la possibilité de s'agripper au rebord ou d'escalader les murs. Mais la maniabilité manque trop de précision pour vraiment en profiter. Les mouvements d'Evans semblent toujours lents et balourds, quand l'aventurier ne se retrouve pas tout simplement coincé dans le décor suite à une roulade intempestive. Le support CD offre à Wolf Team l'opportunité de proposer des musiques de meilleure qualité, toujours composées par Sakuraba Motoi, ainsi que des cutscenes animées réalisées en collaboration avec le célèbre studio Madhouse. Bizarrement, la version américaine du jeu sortira uniquement sur cartouche, sans les cinématiques et donc sans la narration. Annette redevient le personnage principal dans le 3e volet de la trilogie, sorti uniquement au Japon et baptisé Annette Futatabi, que l'on peut traduire par le retour d'Annette. Côté scénario, c'est encore une fois un grand fourre-tout anachronique. Alors qu'Annette et Evans visitent un petit royaume d'Europe, ils se retrouvent au cœur d'un complot à base de manipulation génétique, de pseudo-nazis et de magie noire. Ils ne tardent pas à faire à nouveau face à Siegfried, qui tire les ficelles depuis le début et se révèle être un avatar de Nyarlathotep, le chaos rampant. L'histoire est à nouveau racontée à l'aide de séquences animées, sans participation de Madhouse cette fois-ci, tandis que Sakuraba Motoi rempile à la musique. Malheureusement, le gameplay a encore une fois changé. Ceux qui espéraient un vrai successeur à El Viento devront se contenter d'un beat'em up assez peu inspiré. Étrangement, Annette ne se bat plus à l'aide de son chakram boomerang, mais avec une bonne vieille épée. Sa jauge de magie se remplit petit à petit et plus le joueur patiente avant d'y avoir recours, plus puissant et spectaculaire sera le sort lancé. En revanche, il est impossible d'utiliser la magie contre les boss, ce qui est quand même un peu agaçant, surtout quand on a passé le niveau à laisser la jauge se remplir.
Au lieu de marquer le retour triomphant d'Annette, ce 3e épisode n'est guère plus qu'une sorte de clone au rabais de Golden Axe. Dommage. Si Annette Meyer et Ernest Evans ne connaîtront pas d'autres aventures, les développeurs de Wolf Team marqueront l'histoire du jeu vidéo et du RPG quelques années plus tard, en 1996, avec Tales of Phantasia, premier épisode de ce qui est désormais une série fleuve. Le studio existe encore aujourd'hui, mais porte désormais le nom Namco Tales Studio.